أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Amma ba'd. Ceci étant dit. Alors on commence ce premier cours sur l'esclavage en islam. Pourquoi est-ce que pour moi c'est important de faire ce cours-là? Pour de nombreux clichés qui sont véhiculés non seulement d'une part par les non-musulmans, mais aussi de nombreux clichés qu'ont les musulmans eux-mêmes. Pour ce qui est du premier cas, il y a une réelle volonté de rabaisser dans un premier temps la civilisation musulmane et la grandeur de la civilisation musulmane, et par la suite, dans un second temps, l'islam en elle-même, par la critique de l'esclavage. Ça part d'idéologies non musulmanes et d'adversaires des musulmans, donc que ce soit les occidentaux et derrière qui influencent via certaines études, notamment l'orientalisme, qui influencent derrière, par exemple, certains afrocentristes et certains kémites qui ont étudié dans des écoles occidentales, et même certains berbéristes, euh, qui rapportent des sources mensongères sur non seulement le nombre d'esclaves avec un nombre exagéré, et de deux sur une maltraitance quasi systématique des esclaves dans la civilisation arabo-musulmane. Donc ça, c'est dans un premier temps. Donc ça, c'est pour ce qui est des non-musulmans qui veulent essayer de critiquer la civilisation arabo-musulmane et musulmane dans son ensemble et l'islam par la critique de l'esclavage. La critique de l'esclavage tel qu'il était édifié dans la civilisation arabo-musulmane. Dans un second temps, j'ai envie de dire certains clichés. J'ai envie de dire que certains clichés et une certaine vision de musulmans vis-à-vis de l'esclavage viennent aussi un peu d'un mélange entre euh, une certaine forme de littéralisme et une application littérale des textes à l'organisation sociale et civilisationnelle qui est venue par la suite. Donc, histoire d'expliquer très simplement ce que je veux dire, oui, dans le corpus textuel islamique, que ce soit le Coran, la Sunna, les positionnements de fiqh, etc., la position générale est que libérer un esclave te donne énormément de récompenses et aussi c'est libérer des esclaves est une obligation pour expier des manquements dans nos pratiques, le jeûne, etc., etc. Maintenant, est-ce que pour autant est-ce que pour autant l'islam interdit stricto sensus l'esclavage et la mise en esclavage de population? Non. Et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça où je continue. Qu'on le veuille ou non, l'esclavage est intrinsèquement lié à la civilisation. Et notamment, la vision de la civilisation et de comment est défini l'esclavage dans les sociétés orientales. Et ça, on le définira progressivement dans ces différents cours sur l'esclavage. En introduction et pour introduire l'idée générale de comment est défini l'esclavage, on va se baser sur le livre de Ahmed Shafik Pacha ou Ahmed Shafik Bey, qui était un historien et homme politique égyptien, qui a écrit de nombreux livres sur l'histoire de l'Égypte, euh, sur l'histoire de l'Égypte et qui a écrit également le livre L'esclavage au point de vue musulman, qui est un peu une analyse un petit peu historique des une analyse historique d'un point de vue d'un musulman sur l'esclavage. Donc, l'esclavage au point de vue musulman. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer cette étude, qu'on nous permette de parler d'esclavage de manière générale et de tracer, en résumé succinct, le tableau de cette institution, c'est-à-dire ici de l'esclavage, dans les différentes sociétés humaines.
L'esclavage est l'état d'un individu, donc ça, il donne une définition générale. Donc l'esclavage, c'est le fait de priver un individu de sa liberté naturelle et de devenir la propriété d'autrui. Donc ça, c'est la définition générale d'un esclave. On dit que l'esclavage est aussi ancien que la société. Rien n'est plus juste. En fait, au moment où les premières sociétés commencent à se monter au milieu des ténèbres qui enveloppent le monde primitif, l'esclavage paraît. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'on le veuille ou non, l'esclavage est intrinsèquement lié au principe de société et de civilisation. Au même moment où les premières sociétés sédentaires et puissantes apparaissent, qui créeront par la suite les premières civilisations, les premiers royaumes, etc., etc., vient de pair la notion d'esclavage, c'est-à-dire qu'une autorité supérieure à une autre prenne possession des biens physiques et matériels des populations vaincues. On développera par la suite. Ça, c'est un principe naturellement humain et naturellement inscrit dans la civilisation humaine. La raison de ce fait est facile à donner. Le travail étant une dure nécessité, l'homme chercha un moyen de s'en dispenser et la société lui offrit précisément ce moyen. Le fort fit alors travailler le faible. De là, c'est de là que provient l'esclavage. Le droit de guerre et l'ambition vinrent ensuite introduire dans toutes les parties du monde et chez la plupart des nations. Et c'est là où il faut comprendre que la définition traditionnelle d'esclavage est intrinsèquement liée aux différents codes que l'on peut trouver à travers l'histoire, code de la guerre, codes martiaux, etc., et traitement des prisonniers de guerre et compagnie. Dans beaucoup de sociétés, et notamment dans les sociétés orientales, l'esclavage est intrinsèquement lié à la guerre et à la conquête. Mais on développera ça par la suite. Au lieu de tuer l'ennemi, on le conserva pour le faire travailler. Du reste, les influences du climat, ce facteur si important dans le développement des sociétés, ont leur effet immédiat sur l'esclavage dans les sociétés primitives. Chez les peuples primitifs dans tout l'Orient, l'esclavage atteint bientôt un immense développement. L'esclave y coûte peu et, vu l'importance que prennent de bonnes heures l'industrie et le commerce, le travail est très productif. C'est tout le contraire chez les peuples du Nord, l'esclave coûte cher à nourrir et le travail est peu productif. Aussi bien trouvera-t-on dès la plus haute antiquité l'esclavage bien moins développé dans le Nord que dans le Midi. L'esclavage est donc un fait qui relève de l'ordre économique et qui résulte du travail. Quel était l'état d'esclave dans les diverses sociétés? Donc là, il introduit un peu l'historique, l'évolution et la réalité civilisationnelle et anthropologique de l'esclavage dans les différentes sociétés. Donc ça, c'est l'introduction générale. Maintenant, le shir, le shir, donc Ahmed Shafik Pacha, va maintenant développer euh, dans, dans les différentes époques comment était organisé l'esclavage au sein des sociétés, des civilisations. Donc dans les temps anciens, c'est-à-dire l'Antiquité. Chez les anciens Égyptiens, l'Égypte antique. Donc en Égypte, l'esclavage était un instrument de travail. Il était aussi un objet. Donc en Égypte, l'esclave était non seulement un instrument de travail, mais c'était aussi un objet de luxe. Il y avait des esclaves dans le palais des rois, dans les maisons des prêtres et dans celles des guerriers. La misère donna aussi des esclaves aux particuliers. Le droit de vie et de mort se traduisait en droit d'esclavage. Les captifs devenaient en général esclaves de l'État. On les vouait aux travaux réclamés par les besoins de l'Égypte ou consacrés à sa magnificence. À part ces rigueurs de la servitude publique, la condition d'esclave a eu plusieurs adoucissements.
une esclave pouvait être élevée au rang d'épouse, c'est-à-dire que chez les Égyptiens anciens, une femme esclave pouvait être épousée, pouvait être, pouvait être épousée. Non seulement les mœurs prenaient la défense de l'esclave, mais aussi la loi, puisque le meurtre de l'esclave était puni de mort. C'est-à-dire que, certes, l'esclave était un outil, une possession de son maître, mais de par plusieurs aspects, le maître pouvait épouser une femme esclave, mais également les, les mœurs locaux des Égyptiens et la loi de l'Égypte antique interdisaient strictement le meurtre de l'esclave. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas tuer un esclave. Sinon, toi-même, tu étais puni de peine de mort. Donc l'esclavage maintenant chez les hindous. Donc dans les textes de loi de Manu, établissement légalement et religieusement la position du Soudra, c'est-à-dire la caste des serviles, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle la caste des intouchables en Inde. Vis-à-vis du Brahman, le Brahman, c'est, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'est le religieux ou le religieux ou le guerrier, la caste des religieux ou des guerriers ou des dirigeants. Il y a différentes, en fait, il y a différentes castes. Il y a la caste des dirigeants, la caste des guerriers, la caste des prêtres et les intouchables. Et je crois qu'il y en a une autre aussi entre temps, mais voilà. Et c'est là où Manu, donc Manu, c'est le code civil politico-religieux et sociétal et l'organisation sociale chez les hindous, et qui justement vient conditionner les différentes castes, donc les différents degrés d'importance dans la société hindoue. Donc le Soudra, c'est les intouchables et les esclaves, et les Brahmanes, et c'est là où j'ai un doute, je ne sais plus si c'est les dirigeants, les prêtres ou les guerriers. Donc lorsqu'un donc euh, le Brahman vis-à-vis des autres. Donc si un Brahman, donc quelqu'un de plus haut rang achète un Soudra, donc un esclave, un intouchable, et même s'il ne l'a pas acheté, il peut le contraindre à le servir comme esclave. Dasa. Car un tel homme fut créé par celui qui existe par lui-même dans le seul but de servir les brahmanes. Donc en gros, le Soudra a été créé uniquement dans le but de servir les gens des castes supérieures. Donc que le Soudra il soit acheté sur un marché aux esclaves ou qu'il soit euh, forcé juste par la parole sans être acheté, d'être mis en esclavage, il est obligé il est obligé d'obéir et il est obligé d'obéir et de servir le Brahman. Quoiqu'émancipé par son maître, un Soudra n'est pas déchargé de son état de servitude. Car, car par qui peut-il être dépouillé d'un état qui lui est naturel? C'est-à-dire que un Brahman demain va libérer un Soudra. C'est pas parce que le Brahman libère le Soudra que le Soudra perd son statut de Soudra. C'est-à-dire tout simplement, il deviendra le Soudra, donc l'esclave, le serviteur d'un autre Brahman par la suite, puisque c'est sa nature première d'être Soudra, dans la croyance des hindous. Si un Soudra persécute un Brahman, qu'il soit mis à mort. Donc c'est-à-dire que demain, un Soudra va frapper, va insulter, va faire toute forme de persécution sur un Brahman, le Soudra devra être exécuté. Donc un homme de la dernière caste, c'est-à-dire un Soudra qui insulte les Diwa, c'est-à-dire appartenant à l'une des trois castes supérieures. Donc là, les Dwidiya, c'est l'ensemble des, l'ensemble des castes supérieures au Soudra. Donc dedans, tu rentres les Brahmanes, les Kshatriya et les Vaisya euh, par des invectives affreuses. Donc, un homme de la dernière caste, c'est-à-dire les Sudras, qui insulte les Dwidya, donc les Brahmanes, les Kshatriyas et les Vaisya, donc c'est-à-dire les castes supérieures aux Sudras,
par des invectives affreuses, des insultes, mérite d'avoir la langue coupée, car il a été produit par la partie inférieure de Brahma. Donc en fait, les sudras ont été créés à partir des parties inférieures, donc moins importantes des Brahmanes. S'ils les désignent par leur nom et par leur classe d'une manière outrageuse, c'est-à-dire insultante, un stylet de fer long de 10 doigts sera enfoncé tout brûlant dans sa bouche. Prenez prenez ma main, vous mettez 10 doigts, tu vois, vous mettez 10 doigts comme ça, si je me souviens bien. Un doigt c'est en largeur, c'est pas en longueur. Bah ça, si je me souviens bien, je sais plus si c'est cette taille-là ou 10 doigts ou 10 index qui sont mis à la suite. En gros, tu prends un tisonnier, c'est-à-dire un long morceau de fer long de 10 doigts, tu le fais chauffer avec le feu et tu l'enfonces dans la bouche du soudra, donc de l'esclave. Que le roi lui fasse verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans l'oreille s'il a l'impudence de donner des avis aux brahmanes relativement à leurs devoirs. C'est-à-dire que si un soudra critique ou critique des positionnements qui sont relatifs aux devoirs des brahmanes, le roi, donc l'autorité supérieure, devra lui verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans les oreilles parce qu'il a écouté les conversations et qu'il a donné son avis. Donc si un brahman vole un soudra, il sera condamné à l'amende. Si un soudra vole un brahman, qu'il soit brûlé. Donc, si un brahman vole les biens d'un soudra, il payera une amende, donc une petite compensation financière. Par contre, si un soudra, donc un esclave, vole un brahman, le soudra sera brûlé vif. Si un soudra se permet de battre un magistrat, qu'on le lie à une broche de fer et qu'il soit rôti vivant, pour la même offense, le brahman sera contre. Donc reprenons. Donc si un soudra se permet de battre un magistrat, donc les garants de la loi, il faut qu'on le lie, donc qu'on l'attache à une broche en fer et qu'il soit rôti vivant. J'ai pas besoin de vous expliquer. Par contre, pour la même offense, si un brahman se bat, frappe un soudra, il devra payer une amende. Donc, d'après les textes de la loi brahmanique, toutes les personnes tenues à servir se divisent en serviteurs et en esclaves. Les travaux purs sont assignés aux serviteurs et les travaux impurs aux esclaves. Donc, en fait, il y a deux catégories de soudra. Il y a deux catégories de soudra, c'est les serviteurs et les esclaves. Donc là, déjà, on voit que d'une société à une autre, les traitements des esclaves sont différents. Dans la société égyptienne, je suis pas, attention, je suis pas en train de dire que le statut d'esclave est quelque chose de bien et quelque chose être esclave n'est pas quelque chose d'honorable en soi. Mais le traitement des sociétés vis-à-vis de leurs esclaves est différent. On voit bien que déjà, il vaut mieux être esclave en Égypte qu'être esclave chez les hindous. Voilà. Donc maintenant, le statut d'esclave chez les Assyriens et les peuples d'Iran. Depuis les temps les plus anciens, l'empire d'Assyrie nous laisse voir l'esclavage. Les palais étaient remplis de femmes et d'esclaves de luxe. L'empire des Perses, qui étendit sa domination aux limites de l'Asie connue, réunit toutes les formes de servitude établies depuis longtemps, parmi tant de peuples divers, c'est-à-dire esclaves pasteurs, ceux consacrés aux besoins du luxe et de la richesse, ceux voués aux plus infâmes pratiques, de la superstition dans les temples d'Anaïtis, en Arménie, en Comane et en Cappadoce. En gros,
chez les Assyriens, les esclaves, euh, les esclaves étaient uniquement pour assurer la démonstration du luxe et de la puissance des dirigeants en Assyrie. Généralement, c'est un peu le cliché des esclaves qui vont. Au plus tu as d'esclaves qui vont battre, par exemple, des éventails qui vont apporter à manger, etc., au plus tu vas être considéré comme quelqu'un de riche et de puissant. En Perse, tu as différentes catégories d'esclaves en fonction, en fonction de leur fonction. Donc du rôle qu'ils ont dans la société. Donc les esclaves pasteurs, si c'est cette définition-là si c'est bien cette définition-là qui est voulue, il y a les esclaves pour les affaires pastorales, donc les affaires plutôt des champs, de l'agriculture, etc. Donc ceux qui sont consacrés aux besoins du luxe et de la richesse, donc exactement sur le même principe que les Assyriens qu'on a vu avant, donc tous ceux qui étaient plutôt dans les palais, les serviteurs des palais, et ceux voués aux plus infâmes pratiques de la superstition, c'est-à-dire souvent des esclaves qui avaient pour but de servir de sacrifice ou euh, d'utilisation dans certains rites dans la société perse de l'époque. En certains lieux, la coutume avait laissé aux esclaves quelques moments de loisir. La loi avait aussi cherché à modérer les abus de la puissance des maîtres. Il n'est pas permis à aucun Perse, dit Hérodote, de punir un de ses esclaves d'une manière trop atroce pour une seule faute. C'est-à-dire que on permettait aux esclaves d'avoir des moments de repos et de plaisir, et d'après Hérodote, chez les Perses, la punition de l'esclave est en proportion du nombre et de la gravité de la faute. Mais quand l'esclave, après la punition, commettait de nouveau la même faute, le maître pouvait le mettre à mort ou lui infliger des tortures inimaginables. Donc l'esclavage chez les Chinois. L'origine de l'esclavage en Chine se perd dans la nuit des temps. C'est-à-dire que l'esclavage en Chine existe quasi depuis les débuts de la civilisation chinoise, voire même avant. Plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, la servitude publique existait en Chine. Elle comprenait les condamnés et les captifs. C'est-à-dire qu'en Chine, lorsque tu commettais un péché, une infraction, tu pouvais être en punition, réduit en esclavage par la justice. Et bien sûr, les captifs, comme on l'a expliqué plus tôt, c'est les captifs de guerre. Elle pénétra aussi dans les usages privés. L'esclavage privé, comme l'esclavage public, se recrutait soit à l'étranger, soit au sein du pays même. Donc à l'étranger, c'est soit par la guerre, dont le butin homme ou chose était quelquefois distribué aux principaux officiers ou vendu au profit de l'État. Et ça, c'est quelque chose que l'on va. Et ça, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, est un petit peu redondant dans les sociétés orientales. Dans le pays, par la misère qui forçait le pauvre à se vendre lui-même ou à vendre ses enfants. Ça, c'est quelque chose, par exemple, c'est quelque chose qu'on verra, par exemple, euh, dans certaines sociétés arabes, notamment chez Quraysh, où certaines familles soit enterraient leurs filles vivantes, soit les vendaient comme esclaves pour éviter de. Et ça, souvent, on voyait ça chez les familles pauvres. Euh, Soit ils vendaient leurs propres enfants comme esclaves, dans le but dans le but d'éviter à avoir à dépenser trop d'argent pour eux, soit ils les enterraient vivantes. Euh, donc, aux familles violemment asservies se joignaient les esclaves achetés.
le droit du maître était absolu, il pouvait vendre comme il avait acheté et vendre même les enfants de ses esclaves. C'est-à-dire que euh, l'esclave en Chine était réellement considéré en fait comme un bien matériel. Il n'était pas considéré comme humain, c'est-à-dire que le maître avait une autorité absolue et une possession absolue de l'esclave. C'est-à-dire qu'il pouvait, tout comme il a acheté, le revendre comme il veut et il pouvait séparer les parents des enfants en vendant par exemple les enfants de ses esclaves à quelqu'un d'autre. Donc l'esclavage paraît avoir été peu dur en Chine. Donc malgré tout ce qu'on vient de dire, euh, l'esclavage paraissait peu violent. C'est-à-dire que il fait peu. Euh, la loi, la coutume et les mœurs contribuaient à en adoucir les conditions. C'est-à-dire dans le sens que la torture, les maltraitances physiques, les punitions graves, comme on a pu voir dans certaines sociétés avant, étaient peu communes en Chine. L'esclavage était répandu, mais la maltraitance qui pouvait être des fois aller de pair des fois avec l'esclavage était très rare, voire quasi inexistant en Chine. Donc il y a deux ordonnances de Ku Guan qui est sortie 35, en l'an 35 après Jésus-Christ, protéger la vie et la personne de l'esclave. C'est-à-dire que euh, deux lois, en fait, deux lois protégeaient la vie et la personne de l'esclave, et elles étaient formulées en un langage plein de sentiments et de dignité humaine. Donc parmi les créatures du ciel et de la terre, l'homme est le plus noble. Ceux qui tuent leurs esclaves ne peuvent dissimuler leurs crimes. Ceux qui osent les marquer avec le feu seront jugés conformément à la loi. Les hommes marqués par le feu rentreront dans la classe des citoyens. C'est-à-dire que, euh, je vais prendre un exemple. Si j'avais été en Chine à cette époque-là, que j'avais un esclave, que je faisais brûler un marqueur au fer rouge, par exemple les tisonniers qu'on utilise pour marquer des fois le bétail, notamment les bœufs, etc., en brûlant leur chair. Si je faisais ça dans la Chine antique, à mon esclave, j'étais puni pour cela, et en plus de ça, l'esclave était de facto libéré, considéré comme citoyen plein et entier de l'Empire chinois. Les esclaves pouvaient s'élever jusqu'à la confiance du maître et trouver même dans certains profils le moyen de se racheter. C'est-à-dire que, euh, à force de tisser un lien et une confiance avec leur maître, ils pouvaient euh, travailler, gagner de l'argent en travaillant pour leur maître et racheter leur liberté. Donc l'esclavage est donc peu entré dans les habitudes des Chinois grâce au bon sens dont cette race est douée. On parle de quelqu'un du 19e siècle, donc ne soyez pas choqués par les termes. C'est-à-dire que, certes, l'esclavage était nombreux, mais les règles et les normes sociétales et morales de la société chinoise fit qu'il y avait autant d'esclaves que de personnes qui étaient libérées de l'esclavage. Donc l'esclavage chez les Hébreux, c'est-à-dire euh, dans les anciens royaumes hébraïques, donc l'esclavage remonte chez ce peuple à la plus haute antiquité. À l'époque des patriarches, les esclaves comptaient parmi les richesses de ces chefs nomades et étaient mis sur le rang des troupeaux. C'est-à-dire que un esclave avait la même stature qu'un bœuf ou un agneau ou un mouton. Mais de même qu'on n'avait pas intérêt à surmener une bête, de somme ou à éreinter sa chamelle, de même un maître sage, c'est-à-dire un rabbin, et prudent, ménageait ses esclaves. Donc un maître sage, pardon, c'est un maître d'esclaves qui était sage dans le sens réfléchi et prudent vis-à-vis de comment il traitait ses esclaves, en prenait soin. On leur accordait certains privilèges, ils avaient le droit par année à 7 semaines de repos. Donc le droit de la Torah accordait aux esclaves 7 semaines de repos par an. Il était défendu sous peine, sous
des peines relativement sévères, de frapper un esclave au point de le faire mourir, de le mutiler, de lui casser un membre ou de lui briser une dent. On peut donc dire que les Hébreux traitaient leurs esclaves comme des membres de la famille. Il arrivait souvent qu'une esclave était distinguée par son maître, qu'il la prenait comme épouse. Donc ça, on le voyait déjà. euh, Ça, on le voyait déjà, par exemple aussi, c'était chez les Chinois. Non, on voyait ça aussi chez les Égyptiens. Et c'est là où on peut faire un lien, par exemple, historique et d'influence, entre la présence des Banu Israël en tant qu'esclaves en Égypte, avec justement ce code de loi qui sera tiré par la suite de la Torah et qui se retrouvera chez les Hébreux. Euh, mais un fait beaucoup plus curieux, c'est qu'un esclave mâle épousait quelquefois la fille de son maître, lorsque celui-ci n'avait pas de garçon. En outre, les esclaves femelles étaient très souvent prises comme concubines. En résumé, chez les Hébreux comme chez tous les peuples orientaux, l'esclavage avait un caractère de douceur qu'on ne trouvait ni en Grèce ni à Rome. Du reste, Moïse, dans sa législation, avait pris les précautions les plus minutieuses pour soustraire ces malheureux, c'est-à-dire les esclaves, à la cruauté et aux caprices de leur maître. Un esclave méritait-il la mort? C'était au juge seul de prononcer l'arrêt. Donc là, on voit bien justement, euh, en parlant en tant que musulman, on voit bien ici que les lois de la Torah, qui était le code de loi islamique de Kaoum Moussa, donc du peuple de Moussa, alayhi salam, prenait déjà beaucoup de codes et prenait beaucoup de codes et également peuvent être, comment je pourrais dire ça, peuvent démontrer que le code de loi de la Torah, le code de loi qu'on peut trouver dans Al-Injil, je parle des écrits originaux, pas des écrits que nous avons aujourd'hui, et le code de loi que nous pouvons retrouver dans le Coran proviennent de la même source. Et là, on parle juste des livres révélés. Que dire après justement des autres textes. Donc maintenant, l'esclavage chez les Grecs. Donc l'esclavage fut un fait général dans toute la Grèce. Parmi les nombreux philosophes dont se vante ce pays, nous n'en trouvons pas un seul qui ait considéré l'esclavage comme une institution contraire à la justice et à la morale. C'est-à-dire que tous les philosophes grecs que beaucoup aujourd'hui euh, prennent en exemple, dont l'Occident vante la sagesse et les mérites, ne considéraient l'esclavage comme quelque chose d'injuste et immoral. Loin de là, Aristote soutient sa légitimité en se basant sur la différence de race. On voit bien que les thèses racialistes que l'on peut retrouver au XVIIIe et XIXe siècle, et surtout le racialisme séculier, parce qu'il y a différentes formes de racialisme en Occident. Donc là, on parle du racialisme séculier, laïque, qui amènera au cours du XIXe et du XXe siècle à ce qu'on appelle l'eugénisme. Donc ce racialisme-là tire déjà son origine dans la pensée des philosophes antiques, etc. Il définit, il définit l'esclave comme suit. C'est une machine animée de propriétés vivantes. Donc c'est-à-dire que c'est un robot, mais euh, qui a un humain. C'est un robot humain. Ou un humain robot. Vous mettez le sens que vous voulez. Donc il divise le genre humain en deux catégories, l'homme libre et l'esclave par nature. Il y avait chez les Grecs deux classes d'esclaves bien distinctes. Les uns étaient les anciens habitants d'un pays, d'accord?
Donc, il y avait chez les Grecs, pardon, il y avait chez les Grecs deux classes d'esclaves bien distinctes. La première catégorie, c'était les anciens habitants d'un pays vaincu. Donc, on en revient à ce principe de l'esclavage lié aux lois et aux codes militaires. La deuxième catégorie était les esclaves achetés. Ils étaient la propriété absolue de leur maître. Donc la plupart des esclaves étaient de la seconde catégorie, achetés ou captives. Les femmes esclaves ne pouvaient se refuser à partager la couche de leur maître. Les fils qui naissaient de ces unions étaient libres. Mais cette origine, cependant, était en eux une tâche et un principe d'infériorité. C'est-à-dire que, histoire de parler trivialement, une femme esclave ne pouvait pas se refuser sexuellement à son maître. Si un garçon naissait de cet acte sexuel, le garçon était libre, mais du fait que sa mère était l'esclave de son père, il se sentait toujours inférieur et on lui faisait sentir cette infériorité au sein de la société de par l'origine d'esclave de sa mère. Donc au temps primitif, l'esclavage était une grande partie alimentée par la piraterie. On enlevait les habitants des côtes, donc les pirates grecs qui écumaient les mers, qui attaquaient certaines côtes, euh, arrachaient des habitants des régions qu'ils attaquaient pour derrière les revendre comme esclaves ou les posséder eux-mêmes comme esclaves. Donc plus tard, ce furent les colonies grecques de l'Asie mineure, donc de la Perse, etc., et une partie de l'Irak, qui devinrent, et même le Cham, en gros toute la partie nord de l'Arabie, et une partie de la Turquie, et la partie anatolienne de la Turquie, on l'oublie toujours. Donc en gros, histoire de faire simple, l'Asie mineure, c'est quoi? La partie anatolienne de la Turquie, le Cham, l'Irak, la partie occidentale de la Perse. Voilà, c'est ça. Euh, donc plus tard, ce furent les colonies grecques de l'Asie mineure qui devinrent les grands marchés d'esclaves. Qui, euh, qui devinrent les grands marchés d'esclaves. Athènes, Athènes même fut un des principaux marchés d'esclaves. C'est-à-dire qu'il y avait tous les marchés d'esclaves qui appartenaient à la Grèce antique en Asie mineure. Et Athènes elle-même, la capitale de l'Empire grec tel qu'on le pense, était elle-même composée d'énormes marchés d'esclaves et basait aussi beaucoup son économie sur la vente d'esclaves. Donc cette ville n'avait pas de rivaux en ce genre que certains marchés antiques, plus rapprochés des sources où on s'alimentait en esclavage, comme Chypre, Samos et Chio. On dit même que les habitants de cette dernière île furent les premiers qui se livrèrent au trafic d'esclaves. En gros, Chypre, Samos et Chio, ce sont des îles au large des côtes gréco-turques actuelles. Les esclaves travaillaient soit pour le compte de leur maître, soit pour leur propre compte. Dans ce dernier cas, ils payaient à leur maître à titre de redevance une certaine somme par jour. Il paraît même que beaucoup de personnes avaient un certain nombre d'esclaves uniquement pour les louer. Cela constituait un excellent emploi des capitaux. Donc, en gros, tu achetais un esclave et tu le louais à quelqu'un d'autre. Exemple.
Demain, j'achète un esclave et je décide de le mettre au service d'un de mes voisins. Donc, mon esclave va travailler pour un de mes voisins et mon voisin va me payer une somme journalière pour le travail qui sera effectué par mon esclave. Donc, les esclaves étaient aussi employés dans les travaux domestiques. À Athènes, il n'y avait pas de citoyen assez pauvre qui n'ait au moins un esclave occupé du soin de son ménage. C'est-à-dire que les citoyens libres d'Athènes, même s'ils étaient pauvres, possédaient au moins un esclave qui s'occupait de faire le ménage dans leur domicile et de s'occuper euh, des travaux ménagers, des petits travaux, etc. dans leur domicile. Donc le droit de propriété du maître sur son esclave ne différait en rien de celui qu'il avait sur ses autres biens. Il pouvait donner ou le recevoir en gage. Néanmoins, le sort des esclaves n'était pas aussi dur chez les Grecs que chez les Romains. Sauf cependant à Sparte où, suivant Plutarque, Plutarque c'était un homme, euh, un, un chef politique spartiate, qui a émis un code de loi qui régissait l'organisation sociétale de Sparte. Donc l'homme libre était le plus libre des hommes et l'esclave le plus esclave des esclaves. Pas besoin de faire le tafsir de cette parole. Donc, toujours en Grèce antique, le maître punissait son esclave par le fouet, par le travail de la meule, c'est-à-dire en gros une grosse pierre qui tourne. En gros, une meule, vous voyez les meules anciennes pour presser les olives ou des graines pour en faire de l'huile, où il y a une grosse roue en pierre qui roule sur un support où on vient mettre les olives, les graines, etc. et où on pousse pour écraser les graines des olives et en tirer l'huile. C'est ça le supplice de la meule. Pardon, le travail de la meule. Il faisait marquer au fer chaud, il faisait marquer d'un fer chaud sur le front de l'esclave lorsqu'il s'enfuyait ou qui provenait des pays barbares. Donc c'est les pays barbares, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays barbares sont les pays non occidentaux, non romains, non gréco-romains. Toutefois, la vie et la personne d'un esclave étaient protégées par la loi. Il fallait une sentence légale pour le mettre à mort. C'est-à-dire que il y avait quand même une loi qui conditionnait le traitement des esclaves et c'était aux représentants de la loi qui donnait une sentence à appliquer, notamment pour ce qui est des mises à mort. Donc c'est-à-dire que euh, ton esclave faisait quelque chose qui pour toi mériterait la mort. Tu devais envoyer ton esclave devant les institutions juridiques grecques pour qu'ils puissent trancher sur la question et valider ou non la peine de mort de ton esclave. Donc il y avait à Athènes des affranchis, mais ils ne devenaient pas citoyens. Ils prenaient simplement rang parmi les étrangers domiciliés. Et ils étaient même obligés d'avoir pendant toute leur vie leur ancien maître pour patron et de remplir certains devoirs envers lui. C'est-à-dire que même en étant libérés de leur maître, ils continuaient à travailler pour lui, même s'ils devaient être payés, mais ils avaient une obligation de travail vis-à-vis de lui. En fait, avant de finir, euh, avant de finir la lecture avec la Grèce antique, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque certains parlent des citoyens de la Grèce antique avec justement un peu cette vision un peu idyllique de la démocratie athénienne, grecque, etc., ne pouvaient être citoyens ne pouvaient être citoyens et donc représentants du peuple de la démocratie athénienne que les Athéniens, hommes, à partir, si je me souviens bien, c'est 30 ou 40 ans. Donc, ça exclut. Et bien sûr, libre aussi. Hein. Donc, ça exclut les esclaves, les étrangers,
les femmes et les enfants. Ça, c'est le citoyen. Donc, un esclave, même fût-il grec, même fût-il athénien, qui a affranchi par son maître, aura, dans le meilleur des cas, le statut d'étranger, donc de non-athénien. Même si c'est euh, un enfant né à Athènes qui a été affranchi dans un jeune âge, qui est né à Athènes et qui a dépassé l'âge de 30 ou 40 ans. Il ne pourra jamais être citoyen. Dans le meilleur des cas, il peut être considéré comme étant un étranger. Donc, il y avait aussi des esclaves publics que l'État achetait pour remplir certains emplois. Donc, il y avait une classe spécifique d'esclaves publics, c'est-à-dire d'esclaves qui euh, travaillaient pour l'État, qui travaillaient pour les instances publiques, qui formaient la garde de la cité. Donc, qui étaient les gardiens, les gardiens, les soldats qui surveillaient en fait la cité. Leur devoir était de maintenir l'ordre dans les assemblées publiques. Et aussi, ils avaient l'équivalent d'un rôle de policier. Alors, laissez-moi vérifier un petit truc. Donc, Moyen-Âge. Pourquoi il range les... Donc, l'esclavage chez les Romains. Donc, chez les Romains, l'usage de réduire en esclavage les prisonniers de guerre qui existait partout dans l'usage de réduire en esclavage les prisonniers de guerre existait partout dans l'Antiquité, se retrouve nécessairement chez les Romains. Donc, le travail à Rome fut d'abord entre les mains des travailleurs libres. De là, la virilité de cette cité célèbre aux premières périodes de son histoire, mais cet état des choses ne put toujours durer. C'est-à-dire qu'à la base, les, les travaux, euh, les travaux de construction, etc., l'organisation euh, économique, professionnelle de la cité, à la base, était gérée par les citoyens eux-mêmes de Rome. Mais avec le temps et l'évolution, ils ont changé leur paradigme et ont commencé à recruter des esclaves. Mais cet état de choses ne put toujours durer et les agrandissements de Rome, en y introduisant le luxe, mirent nécessairement fin à cette virilité, cette mentalité virile de tout faire par soi-même, lorsqu'on parle des Romains eux-mêmes. Donc le nombre des esclaves tendit à s'augmenter et devint encore plus considérable quand Rome étendit ses conquêtes. Donc il commença à devenir conquérant. Ce furent les patriciens, les riches, qui accaparèrent surtout les esclaves pour faire cultiver leurs terres. Les métiers et les arts mécaniques finirent aussi par tomber aux mains des esclaves, donc c'est-à-dire les métiers manuels et d'une certaine manière l'industrie à l'époque. À Rome, l'esclavage s'alimentait à diverses sources. Il y avait d'abord la guerre, qui approvisionnait les marchés aux esclaves en esclaves. Euh, donc, mais outre les esclaves fournis par les populations vaincues et réduites en servitude, il y avait des esclaves de naissance, c'est-à-dire qu'un esclave restait toujours esclave, même s'il naissait à Rome. Donc, c'est-à-dire les enfants de parents esclaves et enfin les personnes libres réduites à la condition d'esclaves en vertu de certaines dispositions de la loi. C'est-à-dire que dans certaines conditions de la loi romaine, une personne libre pouvait perdre sa liberté et devenir esclave. Il va sans dire que la guerre fut la grande source qui alimenta en esclaves les Romains. Aussi, des trafiquants d'esclaves accompagnaient
Aussi, des trafiquants d'esclaves accompagnaient ordinairement les armées. Il arrivait souvent qu'après une grande bataille gagnée, des milliers de prisonniers étaient vendus à vil prix, c'est-à-dire pour pas grand-chose. On volait les enfants pour les vendre et les femmes pour les livrer aux voluptés brutales, en gros au désir charnel des uns et des autres. Les Romains considéraient ce commerce comme déshonorant. Cependant, c'était un commerce très lucratif, et ceux qui s'y donnaient réalisaient souvent de grandes fortunes. Le marchand d'esclaves Tauranius, qui vivait à l'époque d'Auguste, était un personnage qui jouissait d'une grande notoriété. Donc à la fois, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que même si pour les Romains, le fait d'être un euh, vendeur d'esclaves, un trafiquant d'esclaves, etc., c'était un métier peu honorable, on les respectait quand même beaucoup de par la richesse qu'ils accumulaient avec la vente d'esclaves. À Rome, les esclaves étaient vendus habituellement aux enchères. Ils étaient placés ordinairement sur une pierre élevée, de telle sorte que chacun pouvait les voir et les palper, même lorsqu'on n'avait pas envie de les acheter. D'ordinaire, les acheteurs exigeaient qu'ils fussent exhibés entièrement nus, car les marchands d'esclaves avaient recours à une infinité de ruses pour cacher les défauts corporels, comme le font de nos jours les maquignons pour les chevaux. En gros, il fait un parallèle où euh, certaines difformités euh, et certains défauts, par exemple, euh, le fait par exemple d'être bossu. Un homme bossu, en fonction de quels habits tu vas lui mettre et quels habits tu vas lui mettre, etc., tu peux toujours maquiller le fait qu'il soit bossu. Or, si tu le présentes nu sur le marché des esclaves, complètement nu, tu vois bien qu'il est bossu et du coup, tu ne l'achèteras pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, aujourd'hui, certains vendeurs de chevaux, faut pas oublier que Ahmed Shafik Pacha ou Ahmed Shafik Bey habitaient en Égypte, à l'époque où les Mamelouks reprenaient un tant soit peu d'autorité sous les Ottomans. Il faut savoir que à l'époque, les marchés aux chevaux étaient parmi les marchés les plus nobles et où on se faisait le plus d'argent dans les sociétés orientales et notamment égyptiennes et arabes de manière générale. Et d'ailleurs, beaucoup de gens trafiquaient un petit peu des chevaux pour les faire passer par exemple pour des pur sang arabes alors que c'était des chevaux entre guillemets communs. Et donc, arnaquer un potentiel acheteur et eux gagner plus d'argent que n'en valait vraiment le cheval. Donc on payait très cher les esclaves lettrés, c'est-à-dire ceux qui savaient lire et écrire, ceux destinés à la scène. Donc il faut savoir que lorsqu'on parlait des théâtres antiques à Rome, c'était très souvent des esclaves qui étaient les acteurs des pièces de théâtre. Euh, on vendait aussi à prix très élevé les femmes esclaves dont la beauté pouvait faire espérer les profits considérables aux maîtres qui voulaient les livrer à la prostitution. Pas besoin de plus d'explications que ça. Sous l'Empire, lorsque le luxe et la corruption dépassèrent toutes les bornes, on payait des sommes énormes pour se procurer de belles filles. À Rome, de même que dans la Grèce, on distinguait différentes classes d'esclaves. On les divisait en esclaves privés, esclaves particuliers. Les premiers appartenaient à l'État, donc c'est-à-dire les esclaves privés. Leurs conditions étaient bien supérieures à celles des autres. Ils prenaient soin des édifices publics et de plus, ils prêtaient leur assistance aux magistrats et aux prêtres. Ils étaient employés aussi comme geôliers, bourreaux, mariniers, etc. Quant aux seconds, c'est-à-dire les esclaves particuliers, ils occupaient, ils s'occupaient du service en général de la maison de leur maître, comme portiers, valets, cuisiniers, commissionnaires, etc. Aux yeux de la loi, l'esclave n'était qu'une chose.
Il n'avait ni propriété, ni famille, ni personnalité. C'était un objet. Nous avons déjà dit qu'on pouvait être esclave par la naissance. Ainsi, les enfants nés d'une femme esclave étaient esclaves eux-mêmes et appartenaient au maître de la mère. Telle était la conséquence du principe admis par le droit romain, que, en dehors du mariage, l'enfant suit la condition de la mère au moment de la naissance. C'est-à-dire que si la mère est libre, à cette époque, l'enfant est libre. Que si au contraire la mère est esclave, l'enfant est esclave, quel était le sort de la mère pendant la gestation? Quel qu'ait été le sort de la mère pendant la gestation? C'est-à-dire, une mère est libre, elle tombe enceinte. Pendant qu'elle est enceinte, cette mère devint esclave, l'enfant qui sortira du ventre de sa mère naîtra esclave, même s'il a été conçu en état de liberté, même s'il a été conçu lorsque sa mère était libre. Inversement, un enfant dont la mère était esclave au moment de sa conception, qui est libéré avant, avant qu'elle accouche de cet enfant, et donc l'enfant naît lorsque sa mère est en état de liberté, cet enfant sera donc libre. Donc la rigueur de cette règle finit par s'atténuer et il fut admis plus tard que pour que l'enfant naquît libre, il suffisait que la mère l'eût été pendant la gestation. Donc ça, c'est la loi qui fut mise en rigueur sous Justinien. Une conséquence de la puissance que les maîtres avaient sur l'esclave était le droit de punir. Les fautes des esclaves étaient punies avec sévérité, souvent même avec cruauté inouïe. Et c'est là où on fait la distinguo entre les punitions qui étaient faites sous la Grèce antique étaient souvent beaucoup plus légères que sous la Rome antique. Donc l'un des châtiments les plus doux, c'est-à-dire les châtiments les plus légers, était d'occuper l'esclave aux rudes travaux de la campagne, chargé de faire et exposé à tous les mauvais traitements. Donc, en gros, la punition la plus douce pour un esclave au temps de la Rome antique, était de travailler dans les champs, enchaîné et potentiellement fouetté, etc., etc., etc. La peine la plus terrible du fouet était souvent suivie de mort. Donc en gros, c'est on fouettait. Donc la peine terrible du fouet était souvent suivie de mort. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on fouettait des esclaves dans la Rome antique, on les fouettait à mort. Donc on punissait aussi l'esclave en le suspendant par les mains ayant des poids attachés aux pieds. Donc c'est-à-dire que on suspendait l'esclave en lui attachant les mains et en mettant un poids de l'autre côté à ses pieds. Alors l'excès du mal causé à l'esclave finit par amener l'intervention de la loi en sa faveur. La première des lois de ce genre fut la loi Petronia, qui défendit aux maîtres des esclaves de les faire combattre avec des bêtes sauvages. Donc en gros, euh, tellement les Romains abusaient sur la maltraitance des esclaves qu'on a commencé à faire des lois pour atténuer cette maltraitance. Et la loi Petronia qui défendit aux maîtres des esclaves de les faire combattre avec des bêtes sauvages, c'est-à-dire, vous voyez les combats de gladiateurs? Les combats de gladiateurs, c'était des esclaves. Et donc les propriétaires des gladiateurs pouvaient les faire soit combattre les esclaves entre eux, donc les gladiateurs entre eux, soit les faire combattre contre des bêtes sauvages, des lions, des ours, etc. Et donc une des premières lois en faveur d'un adoucissement du traitement des esclaves a été justement cette loi Petronia qui empêchait, par exemple, les maîtres des gladiateurs de les faire combattre contre des lions, des ours, etc. Toutefois, la reconnaissance que si l'esclave méritait une semblable punition, le maître pouvait lui infliger. Donc là, la théorie, elle est que les esclaves ne pouvaient plus combattre contre des bêtes sauvages. La pratique, euh, si dans la loi romaine, on trouvait un moyen de faire combattre, en punition d'une erreur d'un esclave,
on trouvait un moyen de le faire combattre contre une bête sauvage, on le faisait. Donc il y a toujours la théorie et la pratique. Euh, mais en gros, la théorie et la pratique, tout se faisait avec l'autorisation du juge. En gros, si le juge estimait que le maître avait raison d'infliger cette punition, bah, le maître pouvait le faire. Si le juge disait non, bah, le maître pouvait pas le faire. Voilà. Donc, quant au pouvoir de vie et de mort, le jurisconsulte Gaius considère comme étant du droit des gens. Il fut limité par une constitution d'Antonin qui statue que si un maître tue son esclave sans raison, il doit être puni comme s'il avait tué l'esclave d'autrui. Donc, euh, de base, la loi, c'est la loi sous Gaius, et que euh, il est du droit des maîtres de punir leurs esclaves comme ils le souhaitent, et notamment par la peine de mort. Par la suite, l'empereur Antonin, sous l'empereur Antonin, la loi veut que si un maître tue son esclave sans raison valable, donc de manière injuste et gratuite, il doit être puni comme s'il avait tué l'esclave de quelqu'un d'autre. Donc c'est cette même constitution, c'est-à-dire celle sous Antonin, qui défend aussi aux maîtres de maltraiter leurs esclaves. Donc c'est à partir vraiment de Antonin que le droit romain commence à limiter la maltraitance des esclaves. Et enfin, une dernière constitution sous Claude déclarait que si un esclave était tué par son maître, cela constituerait un meurtre. Donc que si un esclave, bien sûr sans accord du juge, était tué par son maître, ce crime-là est considéré comme un meurtre. Donc, voilà ce qui est pour cette première partie, ce premier cours sur l'esclavage en islam. On va continuer la semaine prochaine avec l'analyse et l'analyse de l'organisation du traitement de l'esclavage dans les différentes sociétés à travers l'histoire. Et on va continuer petit à petit. Là, on est sur l'introduction et la présentation par Ahmed Shafik Bey ou Ahmed Shafik Pasha, c'est synonyme souvent les deux, de comment était conditionné l'esclavage dans les sociétés, comment est-ce que l'esclavage est conditionné dans l'islam, après pour voir les différents, et après on verra avec un autre livre euh, comment est-ce que les différentes civilisations musulmanes avaient un rapport avec l'esclavage, etc., etc. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.